Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en présence de Patricia Romero-Quineche, qui est étudiante ingénieure en première année à l'école NC Cube de Grenoble en énergie, eau et environnement. Je la félicite déjà pour son parcours parce qu'elle a commencé sa carrière au Brésil. Ensuite, elle a fait un lycée français au Brésil avec un baccalauréat scientifique, avec de très bonnes notes qui lui ont permis d'intégrer des classes prépa ici en France, donc maths, physique, des sciences de l'ingénieur. Et aujourd'hui, elle est en école d'ingénieur. Après la réussite des 2 années de classe préparatoire, la réussite au concours de MP, elle est orientée aujourd'hui à l'école NCQ de Grenoble en première année. Et je la félicite pour son parcours en tant que femme scientifique qui est en train d'intégrer également le monde des femmes scientifiques en France, en Europe, partout dans le monde. Et voilà, l'objet aujourd'hui de notre interview, c'est qu'elle avait des questions sur sa carrière, sur les métiers du développement durable, de l'énergie, de l'environnement. Et en fonction de moi, mes expériences et de mon parcours actuel, je me propose de les guider sur ces questions. Donc, bonjour à toi, Patricia. Bonjour Et madame, merci beaucoup. voilà. Donc, je t'écoute pour tes questions et Oui. tu peux également te présenter et expliquer l'objet de notre interview, comment tu m'as connue, etc. Très bien. Mhm. Alors je m'appelle Patricia et le but ici c'est de réaliser une interview dans le cadre de mes études pour avoir plus d'informations sur le métier et répondre à quelques questions Mhm. par rapport au métier. Et donc ici c'est plutôt développement durable et énergie renouvelable. Mhm. C'est le domaine dans lequel je voudrais travailler plus tard. Mhm. Et j'ai une liste de questions que je voudrais vous poser. Et D'accord. oui, je vous ai connu par une vidéo sur YouTube qui Mhm. parlait du métier d'ingénieur dans le domaine des énergies renouvelables. Donc, c'était la région de Bourgogne-Franche-Comté. Je comptais. Référence. Oui. Ok. Oui. Merci à la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, donc moi je suis là, je t'écoute pour tes questions. Je te Merci laisse beaucoup. dérouler les questions et on répond un à un. Alors, tout d'abord, je voudrais vous demander quelle formation vous avez suivie pour arriver à votre métier actuel. Alors, donc moi je suis originaire de la Côte d'Ivoire, donc dans mon pays d'origine comme toi au Brésil. J'ai fait un lycée qui était ivoiro-français. Donc ce lycée avait des partenariats avec des écoles d'ingénieurs en France. Donc après mon baccalauréat scientifique, j'ai eu une bourse d'études pour faire mon cycle d'ingénieur ici. Alors moi, depuis le bas âge, j'ai voulu toujours faire soit énergie, soit aéronautique. C'était les deux secteurs dans lesquels je voulais travailler, soit aéronautique, soit énergie. Donc quand je suis venue en classe préparatoire, j'ai fait 2 années de classe préparatoire en physique, technologie de sciences de l'ingénieur à l'école Saint-Aubin-la-Salle à Angers. C'était en PTSI, PTSI, PT. Et donc, à la suite de ces 2 années, j'ai passé le concours d'entrée en école d'ingénieur, le concours banque PT. Et parmi ces écoles d'ingénieurs, enfin, moi, mon année, c'était en 2012, entre 2011 et 2012. Euh, il y avait pas beaucoup d'écoles d'ingénieurs en France qui donnaient de la formation dans les énergies nouvelles. Il y avait juste une seule école d'ingénieurs. C'était à Montpellier, l'école Polytech Montpellier. Donc, j'avais réussi à la suite de mon concours Banque PT à avoir plusieurs écoles, mais il fallait choisir. Il y a des écoles qui sont mieux réputées que j'avais eues, mais qui ne donnaient pas forcément la formation énergie. Donc, si j'allais dans ces écoles, je serais amenée à avoir un premier diplôme et à aller me réinscrire, un premier diplôme d'ingénieur et aller me réinscrire en master spécialisé dans une autre école pour faire énergie renouvelable. Moi, j'ai voulu aller direct dans la formation ingénieur énergie renouvelable et après commencer à travailler, me faire des expériences. Et puis par la suite,
développer ma propre carrière dans ce secteur d'activité. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de choisir Polytech Montpellier. C'est une école qui existe depuis longtemps et la filière, c'est énergie renouvelable. Mais il n'y a pas qu'énergie renouvelable, il y avait aussi du nucléaire, du génie énergétique qui regroupe toutes les études d'ingénierie électrique, thermique, thermodynamique, toutes les études vraiment d'ingénierie, même mécanique des fluides. Vraiment, c'est une formation qui regroupe vraiment toutes les parties physiques d'un système à traiter pour la production d'énergie, en exemple. Donc, pour différents secteurs d'activité. Donc, raison pour laquelle j'ai choisi Polytech Montpellier. Il y avait juste une seule école. Aujourd'hui, il y en a, on va dire, une dizaine d'écoles. Ça dépend en fait du niveau où on se trouve, si on est au niveau bac, ou au niveau bac plus 2, ou au niveau bac plus 3. Aujourd'hui, il y a vraiment des universités qui donnent des licences spécialisées en physique qui permettent par la suite de rentrer dans une école d'ingénieur pour faire énergie renouvelable. Il y a également les classes prépa qui permettent d'entrer directement en école d'ingénieur. Aujourd'hui, il y a une deuxième école, une autre école d'ingénieur. Donc, comme j'avais dit, il y a NC Cube, il y a l'INP de Grenoble, FELMA aussi. Il y a également Polytech Montpellier, mais aujourd'hui, cette formation-là a changé. Elle est passée via INSA Toulouse. L'INSA Toulouse a récupéré cette formation énergie renouvelable. Donc, c'est l'INSA Toulouse maintenant. Donc, quand je dis Polytech Montpellier, je mets INSA Toulouse, ex-Polytech Montpellier. Et aussi, il y a l'école de Paris à Léonard de Vinci, qui donne aussi la formation énergie renouvelable. Mais après, il faut réfléchir à une formation complète d'énergie. Pas seulement l'énergie renouvelable, il y a aussi du nucléaire, du génie énergétique pour à la suite être ingénieur généraliste en énergie qui te permet de travailler dans différents secteurs d'activité, de t'adapter à tout type de projet pour ne pas être, on va dire, focus sur un seul domaine précis et puis après ne plus avoir de valeur ajoutée sur le marché du travail. Alors que quand on est polyvalent dans les différents secteurs de l'énergie, vraiment, on est partout. Et on peut atteindre les meilleurs marchés que certains avec des compétences trop spécialisées, on va dire trop spécialistes, ne peuvent pas accéder. Donc voilà. Donc raison pour laquelle j'ai choisi l'énergie, parce que aussi, je me dis que quand je travaille dans l'énergie, je peux travailler dans le domaine aéronautique. Par exemple, aujourd'hui, avec l'hydrogène, on veut concevoir des avions à hydrogène. Donc, étant donné que je bosse dans l'hydrogène, ça me permet de travailler dans l'hydrogène. Donc, je me suis dit, l'énergie, c'est la base de tout. T'es dans l'énergie, tu peux travailler partout. Et tu peux travailler où tu veux. Et le monde a besoin d'énergie pour fonctionner. Le monde a été créé avec la lumière. C'est un divin qui a lancé juste... Donc voilà, on a besoin d'énergie dans tout. Même pour faire fonctionner l'ordinateur, il faut l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, l'ordinateur ne fonctionne pas, la maison ne fonctionne pas, rien ne fonctionne. Même le corps humain a besoin d'énergie pour vivre. Bon, donc du coup, l'énergie, l'eau et l'environnement, c'est les 3 éléments essentiels de notre vécu quotidien. Il faut vraiment les préserver pour préserver notre vie, notre expérience de vie durable. C'est important. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui. Donc, raison pour laquelle je me suis orientée vers l'énergie. Donc, j'ai fait 2 années de classe préparatoire, après 3 années d'école d'ingénieur à Polytech Montpellier. Donc, via cette école d'ingénieur, j'ai pu faire de l'Erasmus pour aller travailler en Europe, c'est-à-dire Pays-Bas, Suède, Allemagne, Bruxelles, etc. Et après, ça m'a donné une valeur ajoutée sur mes expériences professionnelles. Et quand je suis revenue en France, on m'a proposé un contrat dans l'hydrogène. L'hydrogène, c'était vraiment très nouveau en France. Il y avait peu de personnes expérimentées, alors que dans l'Union européenne, ils étaient plus en avance, comme l'Allemagne, les Pays-Bas.
C'était des pays qui étaient plus en avance sur la technologie hydrogène. Et comme moi, j'avais bossé là-dedans, j'apportais une valeur ajoutée dans le cadre dans mon entreprise au boulot. Donc, comme quoi, c'est bien. Et c'est vraiment grâce à ce poste dans l'hydrogène que j'ai été interviewée par la région Bourgogne-Franche-Comté comme l'une des ingénieures, voilà, modèles scientifiques qui bossent aujourd'hui dans un domaine d'activité, dans un secteur de l'énergie qui est en pleine innovation. Et voilà, ça donne la motivation et ça booste en fait vraiment même les conseillers municipaux, même le conseiller, la conseillère régionale, ça la motive et elle a trouvé intéressant. Elle a dit, bon, on t'interview pour que tu puisses donner aussi des conseils à la nouvelle génération, aux jeunes qui te suivent, s'orienter vers ces nouveaux métiers qui sont l'avenir et qui sont en train de remplacer l'ancien marché, enfin, du travail. Donc voilà, il faut comprendre déjà comment faire pour arriver à ce type de métier et puis se donner maintenant les moyens d'y arriver. Donc Bien, voilà. merci beaucoup. Mhm. Donc, je passe à ma deuxième question. Oui. Alors, ma deuxième question, c'était quel a été votre premier job, votre premier travail en tant qu'étudiante ou Alors, quand j'étais étudiante, je donnais des cours. Je donnais des cours à domicile en tant qu'étudiante à des étudiants en licence. Je m'arrêtais à la licence. Licence ou BTS ou des lycéens ou collégiens. Donc, je donnais des cours dans les matières scientifiques, comme les mathématiques, les sciences physiques, parfois l'informatique. Donc ça, c'est mon petit job que je faisais un petit peu en parallèle en tant qu'étudiante. Mais derrière, je réalisais des stages. Alors, mon premier stage que j'ai réalisé, c'était un stage dans l'installation de panneaux solaires sur les toitures des bâtiments. Et c'était dans le sud de la France, à Perpignan. Je travaillais pour une société. C'était un stage de découverte en entreprise de 2 mois. Donc, j'étais chargée voilà, études et suivi d'installation jusqu'à mise en service de l'installation. Donc ça, c'est vraiment mon premier stage de découverte en entreprise. C'est dans l'énergie solaire. La production d'énergie solaire, l'injection sur le réseau pour le client ou l'autoconsommation via les batteries, le stockage dans les batteries, le stockage d'énergie dans les batteries. D'accord. Et qu'est-ce que vous pourriez me dire à propos de l'évolution de la carrière? Alors, de ma carrière, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Alors, je me suis fixé un certain nombre d'objectifs que je souhaiterais atteindre. Donc, je suis encore sur le chemin et j'essaie de plus d'élargir mon réseau afin de pouvoir créer les moyens de pouvoir atteindre ces objectifs et d'évoluer dans la carrière. Je sais que je vais travailler en tant que salarié pendant un moment. Je suis toujours salariée, mais à l'avenir, c'est d'être indépendante, d'être à mon propre compte et de pouvoir développer mes propres activités, d'avoir ma propre équipe, mes propres projets. Et il n'y a rien de mieux qu'une femme libre, indépendante, dans tous les sens, entrepreneuse et qui réalise ses rêves en fait, dans son secteur d'activité et voilà, qui réalise des projets qui puissent aussi apporter, qui puissent être utiles et répondre aux besoins, aux besoins des populations, aux besoins de tout un chacun. Donc voilà. En gros, c'est ce que je peux te dire. Ce que je peux te dire, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut. Il faut également se fixer des objectifs. Et en fonction des objectifs fixés, il faut faire sa to-do list et se donner des moyens de pouvoir atteindre ces objectifs et réfléchir, dire pour atteindre cet objectif numéro 1, qu'est-ce que je peux faire?
qu'est-ce que je peux faire pour atteindre tel objectif numéro 1? Comment je peux le faire? Comment je m'y prends pour atteindre cet objectif? Quels sont les moyens que je dispose? Et qu'est-ce que, quels sont les contacts, l'environnement, les personnes autour de moi qui puissent me donner les autres moyens manquants que moi je n'ai pas pour atteindre chaque étape de l'objectif. Donc ça passe par la recherche, ça passe par le travail, la reconnaissance du travail, la confiance en soi, avoir des contacts, avoir un environnement qui est compatible avec nos projets. C'est très important. Il ne faut pas avoir des amis qui n'ont rien à voir avec ces projets. Ils te dispersent dans tous les sens et tu t'éloignes de tes objectifs. Il faut savoir rejeter les personnes toxiques. Il faut savoir les rejeter. Toujours rester focus sur nos objectifs pour chercher à avancer dans notre carrière, dans notre vie. Et savoir allier aussi l'équilibre, c'est de trouver l'équilibre, en fait, dans la vie, c'est de trouver l'équilibre entre sa carrière professionnelle et sa vie privée. Quand on a réussi à trouver l'équilibre, on est heureux. On est heureux, on est épanoui, on fait ce qu'on veut et il n'y a rien de mieux que ça. D'accord. Et à propos de l'évolution de la carrière de façon plus générale, pour plusieurs ingénieurs, selon des profils différents, du coup, j'imagine qu'il y a différents chemins et différents objectifs. Oui. Mais l'évolution en tant que d'abord le stage, ensuite un métier. Est-ce que vous auriez quelque chose à me dire par rapport à cela? Oui, je peux dire que la majorité, je peux dire qu'un ingénieur, il doit avoir la capacité de pouvoir s'adapter en toute situation. Surtout un ingénieur qui a fait la prépa, c'est un scientifique qui sait s'adapter. Qui sait s'adapter et pouvoir analyser et trouver une solution à un problème défini. Je prends un exemple. Moi, j'ai fait la formation génie énergétique, énergie renouvelable. Mais durant cette formation, je n'ai pas fait d'hydrogène. Mais l'hydrogène, c'est quoi? C'est un gaz. Il est sous forme de gaz ou de liquide. Mais c'est une énergie. C'est une énergie. Et en fait, le principe de production d'énergie, le principe scientifique, il est le même. Donc, quand on a une certaine base scientifique en tant qu'ingénieur, même si le boulot dans lequel on se trouve n'est pas quelque chose qu'on a fait durant notre formation, mais avec la méthodologie scientifique qu'on a, avec les connaissances scientifiques qu'on a, il faut que l'ingénieur arrive à utiliser ça, à puiser là-dedans pour produire quelque chose de bien dans le nouveau domaine lié à l'énergie ou à l'innovation de l'énergie qu'il n'a pas pu creuser durant sa formation. Donc, l'objectif, c'est de l'ingénieur, qu'il soit ingénieur technique ou ingénieur commercial, il doit pouvoir s'adapter. Que ce soit ingénieur technique comme ingénieur commercial, il doit pouvoir s'adapter à tout type de situation en entreprise ou dans la vie en général. Il doit se dire que c'est bien, on apprend à l'école à pouvoir réaliser des objectifs, réaliser des projets, mais surtout à pouvoir trouver des solutions à des problèmes dans tout type de situation. C'est ça l'ingénieur. C'est ça. Donc, je connais des cas qui ont fait des formations dans l'énergie nouvelle, et après qui ont travaillé dans le nucléaire. Mais ils s'en sortent. Parce qu'ils savent apprendre, un ingénieur a la capacité de comprendre, d'analyser et de pouvoir s'adapter. La prépa, c'est vraiment une formation qui prépare le génie scientifique à des situations plus compliquées que ce qu'on a appris par exemple au bac ou que ce que les gens apprennent au BTS ou en DUT. Donc quand on fait la prépa, on a la capacité de gérer des situations complexes
est très compliqué. Donc, il ne faut pas perdre ce fil-là et continuer toujours dans ses objectifs et dans l'évolution de la carrière. Parce que bien beau, parfois on apprend des choses en formation à l'école, mais dès qu'on arrive en entreprise, parfois on se sent perdu, on se dit, oh, on n'avait pas appris ça, comment je fais? Mais non, non. Parce que quand l'ingénieur il réussit son stage, ça veut dire qu'il a réussi à s'adapter, il a réussi à comprendre son tuteur de stage, à comprendre le sujet qu'on lui a confié, a réussi à s'adapter, à utiliser ses connaissances scientifiques, à puiser de l'intérieur, du génie intérieur pour pouvoir résoudre le problème. Et parfois, c'est des sujets qui sont en lien avec la formation, mais qui sont tellement innovants qu'on n'a pas parlé à l'école. Donc c'est là où on voit la force de l'ingénieur. La création, l'adaptation, la résolution de problèmes. C'est ça l'ingénieur. Parfois, il y a des gens qui sont ingénieurs, mais sans savoir qu'ils sont ingénieurs aussi. Alors que peut-être ils ont fait une formation d'économie, tout ça. Mais c'est ça en gros. Donc c'est le conseil que je peux donner de façon générale. Après, j'ai donné l'exemple. Hein. Moi, je bosse aujourd'hui dans l'hydrogène, alors qu'à l'école, je n'avais pas fait forcément l'hydrogène. On n'est pas forcément obligé d'être spécialiste dans l'hydrogène. À l'école, on fait une formation spécialisée l'hydrogène pour travailler dans l'hydrogène. Il y a des gens qui ont une formation de génie mécanique qui bossent dans l'hydrogène. Parce que, en fait, les systèmes physiques restent les mêmes. Le fonctionnement des systèmes physiques reste les mêmes. Mais c'est le produit qui est différent. Donc, on essaie de s'adapter sur la chaîne de production ou la chaîne de transformation de manière à capter ce qui est nouveau et à trouver les normes, réglementations, les formules qui permettent qu'on peut réutiliser pour adapter à ce qui s'est rajouté à l'ancienne chaîne de transformation et à trouver la solution. Donc, on est toujours dans la même méthodologie scientifique. C'est pas parce que c'est nouveau qu'on perd le schéma, non. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Tout se transforme. Tout se conserve. C'est une petite phrase, mais que tu veux dire beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un peu ce cas-là. Alors, en tant qu'ingénieur, on commence en ingénieur d'études. Il y a certains qui sont plus forts dans le commercial, qui sont ingénieurs commerciaux. Voilà. D'autres, à la fin, qui ne sont pas trop techniques, pas trop commerciales, qui sont ingénieurs d'affaires. Et après, ils deviennent des managers. Il y a d'autres ingénieurs techniques aussi qui deviennent des responsables seniors techniques, projets, directeurs techniques. D'autres qui deviennent des directeurs commerciaux, ingénieurs, mais qui ont aussi un talent commercial, donc ils font directeur commercial, ainsi de suite. Donc après, chacun suit son parcours en fonction du talent ou en fonction en fonction du domaine où il est le plus spécialisé, où il se sent plus à l'aise, si c'est dans le commerce, où il veut faire uniquement technique. Parce que, par exemple, les techniciens, ils produisent des équipements d'énergie. Mais derrière, il faut des commerciaux qui comprennent aussi un peu la technique et qui savent vendre. Ces commerciaux-là, parfois, ils ont fait une carrière d'ingénieur technique, ingénieur d'école, mais ils ont vu qu'ils ont développé plus de talent dans le commercial. Donc, finalement, ils pouvaient faire juste comprendre le fonctionnement et utiliser leur talent de commercial pour faire la vente du produit. L'ingénieur technique, lui, purement, il conçoit. Il conçoit, il fait sa construction, il conçoit et il livre le produit. Donc, c'est les deux catégories d'ingénieurs. Et après, chaque catégorie évolue on suit la chaîne jusqu'à devenir directeur, président, PDG. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'ingénieur doit savoir s'adapter parce que le monde, il est en perpétuelle évolution. Il y a toujours des innovations. Donc, il faut savoir s'adapter à tout ce qui va arriver. Parce que dans le domaine scientifique, la méthodologie est la même. Les formules sont les mêmes. Dans la mesure où on vit toujours dans un repère galiléen. Toutes les formules physiques, mathématiques ou scientifiques qui ont été émises dans ce repère galiléen sont valables dans toute situation. Donc c'est pour ça que derrière un ingénieur qui a compris le sens de ces formules, qui a tout compris, même si on change, même si on en vient aujourd'hui avec l'hydrogène, demain c'est l'azote,
Mais comme il a compris tout ça, il comprend ces éléments chimiques. Demain, s'il y a un problème qui se pose, techniquement, il dit oui, mais il y a telle formule scientifique et tout qui permettait d'adapter voilà, certaines conséquences liées à l'utilisation, par exemple, de l'azote dans l'industrie pour régler tel problème. Et on utilise cette ancienne formule et ça marche. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est vrai qu'il y a de nouveaux produits, mais la chaîne de transformation, la méthodologie scientifique ne change pas. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Tout se transforme. Transformation, transformation, transformation. On a dit par exemple je prends l'exemple du méthane. Le méthane, c'est le CH4 qui est un hydrocarbure. On l'obtient également, pas forcément à partir du pétrole, mais on peut l'obtenir à partir de la transformation des déchets. Et quand on l'obtient à partir de la transformation des déchets, soit on fait de la méthanisation, c'est-à-dire la conservation, la fermentation de ces déchets. On remplit ces déchets-là dans un méthaneur, qui est un récipient. On rajoute de l'eau, on ferme, on laisse fermenter. Ça produit du gaz qu'on appelle le CH4. Ce gaz-là, on peut le retransformer en un gaz de première génération. Après, on récupère ce gaz-là, on le retravaille pour former encore un produit de deuxième génération sous forme liquide. Ce liquide-là, on l'utilise dans les véhicules pour faire du biocarburant. Au Brésil, il y a plein de véhicules qui fonctionnent avec le biocarburant. Ce biocarburant-là est produit à partir de déchets ou de biomasse. Pas de l'hydrocarbure, forcément. Donc, tu vois, ça, c'est un exemple. Ça, c'est une innovation. Tout le monde savait que le CH4, qui a une forme d'alcane, d'hydrocarbures, c'est des alcanes. Le CH4, là, il vient des hydrocarbures. Qui dit hydrocarbures dit pétrole. Mais qui a pensé que cet hydrocarbure-là pourrait être produit à partir de biomasse? Oui, aujourd'hui, c'est produit à partir de biomasse. Donc, le produit, il est vert, mais c'est le même produit. Mais la chaîne de transformation est la même. C'est les mêmes formules scientifiques qui ne changent pas. Toujours dans le repère galiléen. Donc, c'est surtout s'adapter, utiliser ses connaissances antérieures qui ne changeront pas et évoluer en fonction de ça. D'accord. C'est pas ce qu'on a appris à l'école. On va le répéter automatiquement, mais utiliser ça et faire, utiliser, c'est comme des leçons qu'on apprend et pouvoir adapter la leçon au cas pratique pour trouver la solution dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours. C'est ça le plus important. Comme je dis, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La loi de conservation de l'énergie. Tant qu'on est dans un repère galiléen, ça marche. Après, si quelqu'un sort comme ça, nous dit qu'on n'est pas dans un repère galiléen, que la Terre n'est pas ronde et que toutes les théories sont fausses, bah, il va devoir nous démontrer tout de A à Z. Parce que Einstein, il en a travaillé depuis 2 à 3 siècles, quoi. Tu vois? Celui qui vient, non, on n'est pas dans un repère galiléen, on est dans un repère non galiléen. La Terre n'est pas ronde, elle est elliptique. Et on a le grand rayon fait ça, le petit rayon fait ça, tout ça. Et c'est une théorie complètement fausse. Voici les secrets cachés. Démontre-nous de A à Z et tu vas me dire toutes les théories qui ont été émises. Mais c'est faux. C'est faux parce que même la conservation de l'énergie, ça se voit. Ça se pratique physiquement. C'est pas seulement une formule mathématique. Voilà. Il y a plein d'expériences, plein d'expérimentations qui ont été faites derrière. Et derrière tout ça aussi, il y a une signification religieuse, par exemple. Bon, qu'on ne fait pas sortir, mais voilà. Donc, celui qui vient s'asseoir en disant que non, on n'est plus dans un repère galiléen, que tout ce qu'on fait, c'est faux. Monsieur, revois-toi parce que à péter les boules, là. La sauce, ça fait péter les boules, en fait. Donc, voilà. Voilà, est-ce que je peux répondre à ta question? Oui. Donc, le plus important, c'est ça. Objectif, to-do list, moyens, réseau, l'équipe nécessaire, l'environnement nécessaire qui peuvent t'accompagner pour mener à bien ce projet. C'est pour ça, par exemple, pour le projet de conférence pour aider les gens à s'intégrer dans le marché, le recrutement,
dans la vie professionnelle, pour tout ce qui est lié à l'énergie, tu vois, passe par des conférences pour atteindre des personnes qui ont besoin de conseils ou qui ont besoin de connexion, de contact pour intégrer des marchés directement. Donc voilà, c'est un peu ça les moyens, c'est des canaux pour atteindre les objectifs, pour aider aussi d'autres personnes, pour soutenir, accompagner d'autres personnes dans leurs projets. C'est ça. Peut-être qu'au sein de l'école d'ingénieur, il y a d'autres qui ont envie de sortir, de créer leur start-up. Ils ont une belle idée, mais ils ont besoin d'entreprises ou de financement pour les accompagner. C'est vrai qu'il y a des subventions, mais derrière, des entreprises qui pourront les accompagner technologiquement. Tout ce qui est équipement technologique, il y a des entreprises qui financent des start-up. Donc, c'est pour ça, mais il faut vraiment comprendre le projet et trouver l'environnement spécialiste, l'entreprise qui est spécialiste dans le domaine. Donc, c'est ça. Donc, faut pas se mettre avec des gens qui n'ont rien à voir avec nos objectifs. D'accord. Et ensuite, ma prochaine question, c'était quelles tâches effectuez-vous dans votre métier? Alors, j'ai commencé par des stages d'ingénieur d'études où je réalisais des études pour la construction, la réalisation de projets de production d'énergie solaire ou biomasse ou géothermie, en remplacement par exemple de la géothermie dans les bâtiments, en remplacement des chaudières à fioul, etc. Il y a aussi voilà, le stockage d'énergie. Donc j'ai commencé en tant qu'ingénieur d'études. Et puis par la suite, au bout de 3 ans, ma carrière a évolué vers du management. Voilà, mon entreprise, l'entreprise à Dijon, en Bourgogne-Franche-Comté où j'ai travaillé, a vu en moi des capacités de pouvoir faire du management de projet. Donc, ils ont commencé à me positionner sur des projets où je faisais la gestion. Voilà, en plus des capacités techniques que j'ai en tant qu'ingénieur, ils voyaient en moi des capacités de pouvoir faire la gestion également du projet, c'est-à-dire la planification du projet, les réunions d'équipe, le recrutement de sous-traitants ou de personnes qualifiées pour mener à bien le projet jusqu'à la fin de la réalisation du projet. Donc, j'ai commencé à travailler sur d'autres projets, des projets de management et j'ai évolué en devenant manager d'équipe. Donc, à Bruxelles, j'ai travaillé sur un projet de construction et de réception d'un banc d'essai de réservoir hydrogène où j'étais manager d'équipe. J'étais très jeune, la plus jeune, une jeune de moins de 30 ans qui donne des ordres à des ingénieurs de plus de 35 ans d'expérience. Genre des ingénieurs qui ont l'âge de mon père, quoi, 60 ans, 65 ans. Du coup, parfois, ils se sentaient un peu complexés. Oh, mais cette jeune, elle nous donne des ordres là. Va faire ceci, va faire cela. Ouais, ouais, mais tu seras confronté à ça en entreprise. Donc, derrière aussi, ça, on n'apprend pas à l'école d'ingénieur, mais tu dois avoir une faculté de pouvoir gérer ces problèmes-là quand tu rentres en confrontation avec des gens qui sont plus âgés que toi et qui sont complexés de ton talent, de ton poste. Ils ont travaillé dans l'entreprise, ils n'ont jamais eu ton poste. Et toi, tu l'as, ça les dérange. En plus, tu dois les forcer, il faut qu'ils fassent le travail. Mais j'ai réussi à créer la communication, à forcer, à faire tout ce que je pouvais faire pour mener à bien mon projet. Et ça ne s'apprend pas en entreprise. Il faut utiliser ses qualités, ses compétences qu'on a, sa force, sa personnalité pour gérer ces crises-là. C'est des crises, on appelle ça. C'est des crises. Donc voilà, j'étais ingénieur d'études. Après, je suis passée à manager de projet et manager d'équipe. Voilà. Et voilà, moi, mon objectif, c'est de pouvoir un jour avoir ma propre entreprise, mes propres activités, être une CEO. Aujourd'hui, je suis directrice technique dans une société de production d'hydrogène vert, mais basée en Afrique. Donc voilà, ça évolue. On commence déjà bas, mais plus on avance, plus on acquiert des connaissances, d'autres compétences supplémentaires qui font que tout ça va te permettre à la fin de diriger. Parce que tu as touché à
à chaque domaine, la chaîne d'un projet, à chaque évolution, en partant des études jusqu'à la construction, le management d'équipe. Donc, au final, tu as pas mal de compétences pour pouvoir diriger. Diriger un projet, diriger une équipe ou diriger une entreprise. Donc, mais tout dépend de ton objectif. Il y a des gens, leur objectif, c'est d'innover, rester en laboratoire, devenir docteur et innover, créer et faire des expériences en laboratoire. D'autres, ils ont envie de faire du business, ils veulent être des hommes et des femmes d'affaires dans le secteur d'activité et être connus comme ça. D'autres, ils ont envie d'être entrepreneurs, être leur propre chef, être libre, indépendant et faire ce qu'ils veulent dans le monde. Il n'y a personne qui dit ce que tu dois faire. Donc voilà, donc, en fonction de cet objectif, il faut se donner ses moyens et travailler en conséquence pour y arriver. Très important. D'accord. Et ah oui, aussi, je voudrais vous demander en quoi consiste une journée type? Alors, tout dépend du poste, mais une journée type, elle est vraiment variée. Alors, en France, en général, c'est une journée qui commence à 8h30 jusqu'à 18h avec une pause d'une heure de déjeuner, une à 2 heures de déjeuner. Donc, entre 8h30 jusqu'à 18h, voire maximum 19h, on peut rester au boulot avec une pause déjeuner maximum entre 1h et 2h, donc entre midi et 14h maximum, sinon midi 13h. Et il y a des petites pauses café à 10h, 16h. Parce que aussi, de temps en temps, il faut se lever, il ne faut pas trop rester tout le temps assis. Ça fait partie de la position qu'on a au sein du boulot pour éviter des maux de dos, etc. De temps en temps, prendre un petit café de 15 minutes avec ses collègues, échanger avec ses collègues. Ça fait partie de l'intégration d'entreprise et tout, la participation. Donc, en général, dans tout type d'entreprise, c'est ça, à 10h, pause café, croissant, pause déjeuner. Sinon, en dehors de ça, ça peut être des réunions avec des clients, des comptes rendus de travail ou déplacements sur chantier s'il y a des constructions, gestion de l'équipe, gestion du planning, etc. D'accord. Et ah oui, justement, ma prochaine question, c'était s'il y a une nécessité de déplacement, que ce soit d'aller sur le chantier ou alors aussi de visiter d'autres villes, d'autres pays, peut-être. Oui, il y a oui. Au sein d'une entreprise, l'entreprise peut diversifier ses activités. Ça peut être en France, dans n'importe quelle région de la France, ou à l'international, ou des projets qui permettent de voyager, qui sont réalisables dans plusieurs régions du monde. Donc, bien sûr, on peut avoir un poste qui nous permet de voyager. Moi, par exemple, j'ai fait Pays-Bas, j'ai fait la Suède, j'ai fait Bruxelles, la Belgique, et puis Bruxelles et Liège. J'ai travaillé pour des grands groupes comme John Cockerill et Plasticonium. Et bon, là, mais je suis toujours basée en France. Mais via ce poste en France, l'entreprise réalise des missions en France et en Europe. Donc, à tout moment, je peux être amenée à bouger. Voilà. Donc, oui, et donc moi, par exemple, à Bruxelles, c'est une mission qui demandait à aller sur site pour suivre l'évolution de la construction de la réception. D'accord. Et aussi, je voudrais vous demander quel est votre volume horaire, enfin, quelle est la répartition justement entre temps libre et temps en entreprise? Alors, il faut toujours respecter le temps d'entreprise. C'est vraiment 39 heures par semaine pour les cadres et les non-cadres, 35 heures par semaine. Alors, ça dépend. Il y a d'autres entreprises qui prennent 37 heures pour les cadres, parfois 38 heures, parfois 39 heures, mais maximum 39 heures, on va dire 40 heures. En Suède, par exemple, c'est 40 heures. En France, je ne suis pas encore tombée sur une entreprise qui m'a proposé en tant que cadre un contrat de 40 heures, mais c'est 39 heures, 38 ou 37. Et les non-cadres, par contre, eux, c'est 35 heures, c'est-à-dire 7 heures par jour. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un ingénieur, il est cadre en entreprise quand il travaille. Et en fait, son nombre d'heures de travail n'est vraiment pas très compté. Parce que parfois, il peut travailler sur des projets qui lui font dépasser le nombre d'heures de travail.
ou soit des projets qui lui font faire moins d'heures que ce qui est prévu. Donc parfois, ça permet de faire une balance entre le nombre d'heures supplémentaires et le nombre d'heures manquantes. Mais un cadre, en général, il travaille sans horaire. On va dire officiellement, c'est 39 heures dans un contrat de travail, mais il peut faire plus ou moins. Mais c'est pas très compté. L'essentiel, il fasse son travail et qu'il donne le rendu au client et que le client soit satisfait, que l'entreprise soit satisfaite et qu'il puisse toucher son salaire. D'accord. Et donc, la répartition entre temps libre et entreprise, est-ce que c'est bien divisé ou est-ce que parfois, les week-ends, vous vous trouvez souvent en train de travailler? Les week-ends? Oui. Alors, normalement, non, je ne travaille pas les week-ends. Je ne travaille pas les week-ends. Après, quand j'ai des heures supplémentaires, je peux passer ces heures supplémentaires sur d'autres missions. Quand je reviens du travail, je me repose un petit peu. Une heure, manger, se reposer, aller à la salle de sport, prendre un bain, manger correctement 2 heures. Et puis après, je peux me poser sur des missions que j'ai en dehors de mon travail, mais en tant qu'entrepreneur, quoi. D'accord. Le week-end, c'est le week-end. Il faut se reposer. Oui. C'est bien beau d'aimer l'argent, d'aimer sa passion, d'aimer son métier, de faire plein de choses. Mais le week-end, c'est le week-end. Il faut avoir un temps pour soi. Oui. Parce que quand tu prends de l'âge, plus tu vas prendre de l'âge, tu vas regretter le temps que tu n'as pas pu avoir pour toi. Il faut bien être organisé. S'organiser, c'est très, très important. Et prévoir dans son planning un temps pour soi. Et ensuite, ma prochaine question concernait le salaire et son évolution. Alors, aujourd'hui, quand tu rentres dans une entreprise, il faut bien négocier le salaire. Parce que, après, ça dépend des contrats. Il y a des sociétés qui disent, oui, le salaire peut évoluer au bout d'1 an ou au bout de 2 ans. Mais il y a des entreprises, dès qu'ils te fixent le salaire après la signature du contrat, le salaire n'évolue pas, sauf si tu changes de poste. Mais si tu restes dans l'entreprise pendant 4 ans pour un poste d'ingénieur d'études, ton salaire ne change pas. Hein. Donc, il faut vraiment bien négocier son salaire au départ. Parce qu'il faut se dire dans sa tête que ça ne changera pas. Sauf si le candidat a amené à changer de poste au sein de la même entreprise. Par exemple, il passe de poste d'ingénieur d'études à manager. Là, son salaire va évoluer. Mais tant qu'il garde le même poste, ça ne changera pas. Sauf si, dans son contrat de travail au départ, il était écrit que le salaire était amené à évoluer suivant certaines conditions. Sinon, en général, il ne change pas le salaire. Tu as fixé 2500 net au départ. Tant que tu es dans l'entreprise, tu vas toucher cette somme. Mais si au bout de 2 ans, tu changes et que tu renégocies un nouveau salaire mieux que ce salaire, en plus des expériences que tu as acquis anciennement dans une autre entreprise, que tu renégocies un autre salaire, tu peux avoir mieux ailleurs. Mais c'est pour ça qu'il faut fixer un bon salaire dès le départ. Après, en termes de salaire, un ingénieur aujourd'hui sur le marché, quand il sort, il peut toucher minimum 2000 euros. Minimum 2000 euros net pour commencer. Après, le salaire est variable d'une ville à une autre. Par exemple, à Paris, c'est pas la même chose parce que le niveau de vie est différent. Donc, minimum, c'est 2000 euros net. Par mois, ouais. Et aussi, je voulais vous demander quel est le nombre de personnes en contact avec vous au quotidien. Alors, le nombre de personnes. Alors, dans une équipe, on peut dire, on va dire, majorité 10 personnes. Dans une équipe d'ingénieurs d'études. Après, quand il y a de la construction, c'est minimum 200 personnes sur le chantier à gérer. Mais en études ou en laboratoire, si c'est du management d'équipe, maximum 10 personnes. 10 personnes maximum. Après, ça dépend si l'entreprise elle est grande.
Le maximum 10 personnes. D'accord. Et quel est votre avis sur la dynamique d'un projet en équipe? Est-ce que c'est parfois difficile? Alors, en général, dans le cas d'un projet en équipe, quand tous les membres de l'équipe s'entendent, le projet, il avance très rapidement parce que chacun comprend et chacun fait son boulot. Mais quand il y a des mésententes, il y a un petit peu de ralentissement. Donc, il va falloir gérer la communication de manière à ce que tout le monde puisse s'entendre pour avancer sur le projet. Quand il y a un problème de communication, c'est très, très compliqué. D'accord. Même si tout est tracé, rien n'avancera parce qu'il y a un problème de communication et les gens ne se donneront pas à fond pour réaliser leur mission en fait dans le projet. Donc il y a un ralentissement. J'ai eu à travailler sur des projets de ce genre où il y avait un ralentissement parce que les membres de l'équipe ne s'entendaient pas. Donc après là, il faut essayer de créer une bonne humeur, créer des moyens de communication qui facilitent en fait la communication entre les membres de l'équipe, voir qu'est-ce qui crée le retard, essayer de résoudre ces problèmes-là, un à un, lever le point bloquant et puis essayer de faire avancer le projet. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier? Pourquoi j'ai choisi le métier? Oui. Parce que déjà, j'avais les compétences scientifiques et puis j'avais voulu travailler dans un métier qui me permettrait de mettre à profit et de valoriser mes compétences, mes connaissances en tant que femme, de me valoriser en tant que femme et également de pouvoir, grâce à mon métier, faire des réalisations. Faire des réalisations pour tout un chacun, l'environnement, l'entourage, les populations, etc. Pour l'humain. Participer aussi au changement climatique. Pouvoir réaliser des projets qui permettent aussi de répondre aux objectifs à atteindre pour le changement climatique, la réduction des émissions de GES, de CO2, etc. Donc, ce changement climatique-là, c'est vraiment un sujet qui date de très, très longtemps. Ça date de très longtemps. Oui. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Alors, c'est la passion vraiment de l'énergie, du métier de l'énergie, développement durable, le côté environnement derrière, développement durable et la volonté de pouvoir réaliser quelque chose à la marque Kadidjatou, quoi. Voilà, c'est surtout ça et de pouvoir atteindre les objectifs que je me suis fixés en choisissant cette filière. Donc, c'est surtout ça qui me motive. La science, le réchauffement climatique, les objectifs à atteindre et la motivation d'aller de l'avant, quelles que soient les épines qui sont sur le chemin, toujours essayer de se battre pour enlever ces épines, pour avancer. C'est très important. C'est pas facile. Le chemin n'est pas long, n'est pas court. Il est long. C'est pas facile, mais il faut persévérer, rester courageux pour avancer. Et qu'est-ce qui vous plaît le moins? Qu'aimeriez-vous changer? Alors, qu'est-ce que j'aimerais changer? Non, rien. Rien. Non, non, non. Excellent. Non, 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 il n'y a rien à changer. Rien du tout. D'accord. Il n'y a rien à changer. J'ai fait le bon choix. Je me suis dit, j'aurais pu choisir l'IT ou la télécommunication, puisque à la suite de mes classes prépa, j'ai eu Télécom Paris. Mais je voulais pas faire ça. C'est pas ce que je voulais faire. Je n'ai pas fait le digital. Moi, c'est mon énergie, c'est tout. Donc, je ne changerai pas. Non. Oui, oui. Je me sens bien comme ça dans mon domaine. Même quand on me parle d'autres secteurs, oui, ça me plaît bien. Mais
C'est le domaine qui me passionne le mieux, c'est le mien. Parce que, comme je dis toujours, c'est bien la technologie de l'informatique, mais le monde évolue de telle sorte que la technologie au niveau de l'informatique évolue très exponentiellement. Je connais la courbe exponentielle, Oui, oui, exponent X. La technologie, les innovations informatiques évoluent de façon exponentielle. Et il va arriver un moment au niveau de la courbe où, si on ne fait vraiment pas attention, ça aura des répercussions, euh, on va dire, négatives sur l'humain, l'environnement. Je prends exemple des inconvénients liés à la robotique, des inconvénients liés à l'intelligence artificielle. Il faudrait vraiment toujours créer, mais avoir un éveil de conscience derrière. Il n'y a plus de philosophes dans notre société, il n'y a plus de philosophes scientifiques pour venir nous donner des conseils et donner conseils sur nos réalisations, nos innovations. Donc, il faut que chacun puisse prendre un recul sur ce qu'il fait pour imaginer à long terme l'impact qu'il y aura sur l'humain, sur l'humanité. Il y a un proverbe qui dit tout excès nuit. Tout excès nuit. Donc, moi, je conseille à tous les innovateurs dans l'IT, le digital ou l'intelligence artificielle de faire vraiment attention. Nous, on sait qu'au niveau de l'énergie ou la production d'énergie durable, nous, on fera de notre mieux pour soutenir notre environnement. On est sur le bon chemin. Il n'y aura pas d'excès. Même si les excès d'énergie ou les excès d'électricité voilà, créent des pannes sur le réseau, mais avec le stockage, pour éviter de gaspiller l'énergie via le stockage d'énergie, nous, on pourra gérer ces excès. Il n'y a pas vraiment trop d'inconvénients. Bon, mis à part la production de gaz à effet de serre ou de CO2 à partir d'énergie fossile, mais l'énergie durable, l'énergie verte, pardon, ne crée pas trop de dégâts par rapport à l'intelligence artificielle trop avancée. Surtout sur l'humain. Que deviendrait l'humanité si on n'a que des robots? Est-ce qu'on a assez de place pour tous les accueillir? Quel type de robot il va falloir créer? Des robots géants qui ont au moins 10 fois la taille de l'homme ou des robots qui ont la même taille que de l'homme? Tout ça, il faut vraiment réfléchir à long terme. C'est très important. Voilà. Moi, c'est tout ce que je peux dire à des gens qui sont plus dans le... Des candidats qui sont également dans le métier de développement durable, mais qui ne sont pas forcément dans l'énergie durable. Voici, moi, surtout le message que vous voulez faire passer. Il faut avoir toujours un recul sur toutes les inventions scientifiques qu'on réalise. Il faut penser aussi à l'impact sur l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, le changement climatique, c'est dû au fait qu'on n'a pas réfléchi, nous humains, à ce qu'on faisait par rapport à l'impact de nos actions sur l'humanité. Et on est en train de payer ça en changeant de mode de vie via les énergies durables. Donc, il ne faudrait pas également qu'on vienne créer d'autres problèmes avec l'IT. Donc, voilà, il ne faut pas rajouter d'autres problèmes. On essaie de régler un problème, mais il ne faut pas en rajouter. Ouais. On pourra faire des inventions pour améliorer notre niveau de vie, mais en restant sobre. Une économie sobre, clean, qui répond aux critères, mais avec toujours un recul derrière. C'est important. Donc, j'espère que le message est passé aussi. Oui, merci. Et ma prochaine question est, si vous deviez choisir 3 mots pour représenter le domaine de la recherche et du développement, quels mots seraient-ce? 3 mots. Oui. Alors, observation, analyse. Observation, analyse et interprétation, ça c'est le deuxième mot. C'est long, mais D'accord. observation, ça c'est un. Analyse et interprétation. Réalisation et conclusion. Voici les 3 mots que je peux dire dans la recherche et le développement.
Observation. Pourquoi observation? Parce qu'on fait la recherche et développement pour pouvoir répondre à des besoins. Et ces besoins, on les observe sur nos modes de vie, sur nos marchés. Donc, observation. Quand on observe, après, on voit un besoin. On analyse, on interprète via des données scientifiques. On conçoit le produit via la donnée scientifique de recherche et développement. Et puis, réalisation, on se donne les moyens financiers. Et conclusion, la vente sur le marché et l'impact sur conclusion par rapport aux besoins auxquels on voulait répondre au départ. Après, on va dire même conclusion et perpétuation. Parce que quand on vend un produit aujourd'hui, demain, on va créer un mieux. Par exemple, tu prends l'iPhone. On a créé l'iPhone, il y a eu iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5, 6, 7, etc. Donc, c'est la perpétuation. Voilà. C'est bon? Observation, analyse et interprétation, réalisation et conclusion. Voilà. On va dire, c'est pas 5 mots, mais genre, analyse et interprétation, ça va ensemble. Oui. Et réalisation et conclusion également, ça va ensemble. Et quels sont les principaux défis lorsque l'on travaille dans le domaine de la recherche et du développement et aussi dans le domaine de l'énergie? Alors, les principaux défis en général, c'est de pouvoir concrétiser le produit qu'on a décidé de créer. Alors, la recherche et le développement ne mène pas aussi toujours sur la concrétisation d'un produit. Parfois, on se rend compte que les hypothèses qu'on a émises au départ pour la concrétisation du produit ne sont plus viables après nos années de recherche et de développement et que donc on est obligé soit de partir sur d'autres hypothèses pour développer un autre produit qui pourrait plus passer, plus être réalisé, plus être concrétisé. Donc, tout dépend du résultat de nos recherches. Mais comme j'ai dit, je peux parler de perpétuation. Même si la conclusion est négative, on peut se baser sur les erreurs et voir ce qui est possible derrière pour pouvoir proposer un produit, mais ça demande encore plus d'années de recherche ou plus d'années de conception. Mais en général, l'objectif, c'est toujours le produit qu'on souhaite créer à la suite de cette recherche. C'est toujours l'objectif, c'est toujours le produit par rapport aux besoins. Besoin, produit. Besoin, produit. Après, besoin ne permet pas toujours d'avoir un produit, mais un résultat. Besoin, étude, résultat. On va dire même que les 3 mots, on va dire que les 3 mots, c'est bien ce que j'avais dit parce que ça fait partie d'une méthodologie scientifique, mais plutôt besoin, étude, résultat, ça passe mieux. Besoin, étude, résultat. Après, le résultat, il peut être positif, donc ça part sur la réalisation d'un produit. S'il est négatif, on reformule nos hypothèses d'études pour orienter la recherche vers un autre sujet qui permettra de mieux concrétiser le projet. Mais besoin, étude, résultat, c'est beaucoup. On va dire ces 3 mots. Ces 3 mots sont plus parlants. Oui, d'accord. Parce que dans l'étude, il y a analyse, interprétation et résultat. Oui, c'est vrai. Résultat, il peut avoir réalisation, conclusion, ou soit on ne peut pas réaliser tout de suite, mais on oriente le sujet vers un autre sujet qui permet de réaliser un autre produit et de le mettre sur le marché. Comme ça, on n'a pas perdu nos années de recherche, on n'a pas perdu de l'argent. Voilà. Oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a une part de frustration dans le domaine de la recherche et du développement en général? Ouais, il y a un petit pas parce qu'on sacrifie sa vie. On sacrifie sa vie. Parfois, on n'a pas de vie, on passe notre temps dans le labo à manipuler les machines. Rares sont ceux qui arrivent à jongler entre la vie privée et la vie professionnelle quand ils sont au labo. Il y a d'autres qui n'ont pas de vie, qui finissent leur doctorat et qui se marient après.
Et il y a d'autres qui ont la chance de se marier avant. Donc, ils arrivent avec leur conjoint à jongler entre les deux. Mais parfois, on sacrifie plein de choses pour ça. Il faut avoir ce courage-là. Il y a plus de courage au niveau de la recherche et développement que dans n'importe quel autre secteur de métier, que l'autre métier. D'accord. Et en prenant en compte la situation environnementale actuelle, est-ce que ça contribue aussi à cette frustration? Alors, est-ce qu'on est frustré? Non, au contraire. Par rapport à la situation environnementale, oui, on est frustré parce que peut-être qu'on ne met pas assez de moyens pour accélérer le processus de transition énergétique. Là, il y a de la frustration. Et on constate beaucoup de dégâts dans le monde, dégâts environnementaux. Je prends l'exemple de Greta Thunberg qui mobilise toute une génération de jeunes comme elle pour sortir dans la rue, pour montrer leur frustration. Oui. Mais après, derrière, il faut agir. Il ne faut pas que sortir dans la rue, parce que le temps que tu prends pour sortir dans la rue, peut-être que tu peux réfléchir et trouver des solutions et mobiliser les grandes puissances pour financer un projet qui permet de participer aussi à ce mouvement de transition énergétique. Donc, peut-être derrière, il y a une frustration aussi par rapport à ça. Mais mis à part, chacun fait de ses moyens pour participer. Oui. Ça, on peut pas forcer. Et voilà. Il y a des règles que certains proposent et d'autres suivent par des actions pour y arriver. Donc après, c'est un peu compliqué. Et quelle est votre perspective d'avenir pour le domaine des énergies renouvelables? Alors, au niveau de la perspective d'avenir, c'est d'augmenter la production. Augmenter la production, développer de nouveaux systèmes qui permettent de remplacer, on va dire, tous les systèmes qui fonctionnent à l'énergie non nouvelle, non verte, non durable, et réduire notre consommation. Réduire notre consommation parce que nous vivons dans une société, partout dans le monde, nous vivons dans une société de consommation. Essayer de faire des économies, réduire nos consommations et consommer le plus d'énergie durable. Et cela passe par vraiment le changement dans tous les secteurs d'activité. Mais ce sera un changement progressif, c'est pour ça qu'on est toujours en pleine transition énergétique. Elle est lente dans certains pays, mais elle est accélérée dans d'autres pays. Mais il faut que tous les pays prennent conscience, toutes les populations prennent conscience et que tout le monde s'y mette, soit en changeant de carrière, en changeant de métier, parce que le futur, ça sera ça. Tout le monde ne peut pas être banquier. Tout le monde ne peut pas être banquier. Il y a des métiers qui ne changeront jamais, comme les métiers de la finance et des banques, les métiers de l'économie. C'est des métiers qui ne changeront jamais, qui restent perdus dans le temps. Mais les métiers de l'énergie vont changer, ils vont basculer. Ceux qui travaillent dans le pétrole, quand il n'y aura plus de pétrole, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront obligés de changer, de passer au niveau de l'hydrogène ou de l'électricité. Donc, il faut être conscient dès maintenant et de prendre le taureau par les cornes. Donc voilà. D'accord. Vaudrait mieux maintenant que plus tard. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y a de l'aide de part du gouvernement en ce qui concerne les énergies renouvelables? Oui, franchement, tous les gouvernements sont aussi conscients, même si il y a une transition accélérée dans certains pays et lente dans d'autres pays, mais ils sont tous conscients actuellement et ils continuent de travailler pour mettre en place des subventions, des prêts, des aides qui mobilisent les entreprises à s'orienter dans les activités du développement de l'énergie nouvelle et de pouvoir accélérer les projets, la réalisation, la production d'énergie et la consommation d'énergie nouvelle. Production, distribution et consommation. D'accord.
Et selon vous, quel est le moyen le plus efficace pour aider l'environnement dans le cadre d'une entreprise d'ingénieurs? Par exemple, il y a la recherche, la sensibilisation du public. Alors, vraiment, la recherche, c'est vraiment un moyen très efficace. Parce que la recherche permet de trouver une solution en utilisant les moyens techniques dont dispose voilà, le pays pour répondre à un problème. Donc la recherche, c'est le meilleur moyen parce que via la recherche, on a des produits et c'est grâce à ces produits euh, qu'on peut atteindre les objectifs comme par exemple la production d'énergie parce que par exemple, via la recherche, je prends un exemple, on conçoit des panneaux solaires et c'est ces panneaux solaires qu'on installe dans les maisons pour faire de l'autoconsommation en énergie. Donc la recherche, c'est l'élément primordial. C'est la base de la science. Dans la recherche, on fait des erreurs et on s'appuie sur ces erreurs pour faire avancer la recherche et aboutir à un produit. Donc voilà, la recherche, c'est l'élément primordial. C'est les chercheurs qui conçoivent, qui produisent des éléments pour répondre au marché. Et quel élément manque le plus pour que l'utilisation d'énergie renouvelable soit implémentée plus rapidement? Alors, ce qui manque le plus, on va dire, c'est la volonté de tout un chacun. De pouvoir, on va dire, s'imprégner et s'impliquer dans ce processus de transition énergétique. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont ignorants, qui ne savent même pas ce que c'est que la transition énergétique. Oui. Donc, derrière, surtout la volonté de tout un chacun de pouvoir s'impliquer d'y croire. Par exemple, aux États-Unis, par exemple, les supporters de Donald Trump racontait à ses fans que la transition énergétique, le réchauffement climatique n'existe pas. Et il faisait toujours des recherches sur les nappes pétrolières. Donc, il faut faire plus de sensibilisation pour motiver les gens, leur expliquer ce que c'est que la transition énergétique et les pousser vers les métiers de la transition énergétique et le développement durable. Il n'y a que grâce à ça qu'on pourra réussir à motiver tout un chacun de pouvoir nous aider à mener des actions pour avancer. En Allemagne, l'esprit est déjà fait. Ils savent ce que c'est que la transition énergétique et tout le monde y est à fond. Aux Pays-Bas, pareil. Mais en France, c'est encore en cours. Tout le monde n'est pas conscient. Aux États-Unis, pareil, tout le monde n'est pas conscient. Ouais. Et il y a bien d'autres pays. Donc, surtout, il manque cette phase-là pour que vraiment on aille à fond. Quand on a compris, tous ceux qui ont compris, parfois, ils orientent une partie de leur activité dans la production d'énergie nouvelle. Ils font des recrutements pour réaliser des projets dans ce sens. Ces entreprises-là, parfois, ils ont des activités dans le BTP, ils ont leur fortune dans l'agriculture exactement aussi. Mais ils orientent leur activité parce qu'ils ont compris ce que c'est que la transition énergétique. Donc, ils essaient d'investir une partie de leur fortune dans le développement de projets liés à cette transition énergétique pour aussi participer. Ceux qui n'ont pas encore compris, ils sont encore dans le pétrole, ils continuent de puiser les puits pétroliers. Comme Donald Trump. Il n'y a pas que lui. Hein. Il a pourri le cerveau de plein d'autres personnes. Et aujourd'hui, il y a plein là-bas qui ne croient pas. Après, il y a Joe Biden qui est arrivé et lui qui croit au développement des énergies nouvelles et qui est en train d'investir dans le développement de l'éolien, par exemple. Donc, tout ça, c'est important. Par exemple, via l'interview de la Bourgogne-Franche-Comté, via cette interview, c'est de la communication, la sensibilisation des jeunes à ces métiers. Et c'est la région Bourgogne-Franche-Comté qui l'a fait. C'est le conseil régional, c'est un établissement public. Et si tout l'établissement public avait cette conscience-là et il faisait des sensibilisations
dans toutes les parties du monde, ça aurait vraiment aidé à sensibiliser, à aider tout un chacun à comprendre vraiment ce que c'est que la transition énergétique et à s'impliquer. Donc, cette volonté-là, il faut le faire. Ça manque. Il faut le faire. C'est pour ça que je dis, il y a certains pays qui sont en retard et d'autres qui sont en avance et d'autres qui sont au milieu. Donc, en France, c'est le juste milieu. Après, la France, pour ce qui est bien aussi, la France prend un recul. Parce que l'Allemagne, c'était une transition très accélérée. Mais la France a regardé un petit peu ses voisins européens, ses pays voisins européens. Et voilà, avance pas à pas, mais en prenant recul. Pour ne pas aussi faire les erreurs des autres. Oui. Donc lentement, mais sûrement. Voilà. Et en ce qui concerne la résolution de problèmes environnementaux et énergétiques, quelles sont les différences entre justement la France et d'autres pays à l'étranger? Alors, au niveau de la recherche et du développement, il y a les autres pays à l'étranger, surtout d'autres pays de l'Union européenne comme l'Allemagne, ils ont beaucoup d'industries qui sont très avancées, donc qui conçoivent des produits. Il y a la Chine également, le Japon. La France a perdu un peu son industrie. Donc, même si le président actuel tente tant bien que mal de mobiliser les financements pour reconstituer cette industrie perdue, qui fait que la France est obligée de puiser de l'industrie en Allemagne et également en Chine ou au Japon pour concevoir ses produits ici. Donc là, le président actuel est en train de reconstituer, mobiliser des fonds pour reconstruire cette industrie qui a été perdue, pour permettre à la France de se remettre sur les roues de la transition énergétique correctement, sans forcément dépendre de l'industrie de ses pays voisins ou de ses pays concurrents. Donc, ouais, c'est surtout l'industrie dans un pays qui est la base de tout. Parce que via l'industrie, il y a la recherche, le développement, il y a tous les équipements nécessaires. L'Allemagne est très avancée, la Suède, les Pays-Bas, même la Belgique également. Même la Belgique. Donc, voilà. Ça va, j'ai pu répondre à ta question. Oui. Et donc, selon vous, est-ce qu'il existe de nos jours une source d'énergie plus prometteuse que d'autres, enfin d'énergie renouvelable? Non, 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 on va dire il faut maîtriser toutes les sources renouvelables parce que chaque pays a ses ressources et en fait, il faut adapter les ressources à un pays. Il y a des pays où on peut que exploiter le solaire et les déchets et que la puissance de vent est très faible pour faire de l'éolien. Il y a des pays où on peut faire plus d'éolien et de solaire et de biomasse. Donc, tout dépend des ressources d'un pays, tout dépend du lieu où se trouve le pays. Il y a les pays chauds. Il y a certains pays chauds où le soleil est très bien, une belle irradiation solaire avec un bon retour sur investissement. Comme le solaire, l'élément primordial à développer dans ces pays. Et, voilà. Donc tout va dépendre des ressources dans un pays. On ne préfère pas une ressource par rapport à une autre. Au contraire, il faut maîtriser les ressources et pouvoir trouver même d'autres sources renouvelables encore à développer. Parce que tout va dépendre des sources naturelles d'un pays. Oui. Dans un pays froid, on ne va pas exploiter la même chose que dans un pays chaud. Oui. Donc, du coup, il faut s'adapter. Comme j'ai toujours dit, il faut s'adapter. Oui. Et quelles sont, selon vous, les caractéristiques les plus importantes que doit avoir un ingénieur? Les caractéristiques que doit avoir un ingénieur. Oui, enfin, pour Alors, qu'il arrive à, à bien gérer le domaine des énergies, enfin de la recherche. oui, enfin, un ingénieur, il doit être très curieux. Oui. Un ingénieur, il doit avoir la capacité d'être rigoureux. La rigueur chez un ingénieur, c'est la base. T'es ingénieur, t'es pas rigoureux. Pourquoi t'es ingénieur? Pourquoi t'apprends les formules?
La Oui, rigueur, c'est c'est vrai. la base. Et après la rigueur, la curiosité. Parce que c'est la curiosité qui emmène des réflexions, qui emmène des créations, des recherches. La curiosité, on peut être toujours faire de la veille du marché. La veille du marché, il doit avoir la capacité de faire toujours la veille du marché. La curiosité, la rigueur, être à l'écoute, capacité de compréhension. Et puis, et puis, euh, et puis avoir le goût de la science, quoi. Parce que quand on peut être ingénieur, mais quand on n'a pas, on peut avoir les compétences, mais on n'a pas le goût de la science. Donc on n'a pas envie de faire la recherche. On préfère aller faire des études techniques ou aller diriger ou faire autre chose. Alors qu'on a un talent qui nous permet de créer ou d'innover, mais comme on n'a pas on n'aime pas, donc on le fait pas. Et comme ça, on perd des cerveaux, quoi. Mm. Cerveau disparu, ailleurs, perdu. Bon, Et, voilà. et ma dernière question est que donneriez-vous comme conseil à un ingénieur débutant dans le domaine recherche et développement en énergie renouvelable? Alors, en tant qu'ingénieur débutant, le conseil que je donne, parce que moi aussi j'ai commencé ma carrière, j'ai fait de la recherche et de développement aux Pays-Bas. Mais un ingénieur débutant, le conseil que je peux lui donner, c'est d'apprendre beaucoup, d'avoir aussi un recul, d'apprendre beaucoup, d'avoir un recul sur les études qu'on mène en R&D. Et puis, et, euh, et puis de pouvoir par la suite trouver des idées novatrices qui permettront de créer et d'aider également de répondre à des besoins sur le marché ou à un besoin, pas des besoins, mais à un besoin précis sur le marché. Mais bien comprendre, avoir un recul, être à l'écoute du marché, mener des réflexions et utiliser tout ce qu'on a compris, toutes les compétences qu'on a acquis en début de notre carrière d'ingénieur R&D pour pouvoir concevoir quelque chose qui permettra de répondre à un besoin. Mais je sais que surtout la persévérance, parce que durant la recherche, on peut avoir des erreurs, on peut avoir des échecs, mais les échecs, parfois, dans ces échecs-là, on peut retirer des, des, des outils qui nous permettront de développer d'autres produits qui pourront mieux passer et répondre à un besoin sur le marché. Donc, persévérance, courage, beaucoup de courage. Et quand on choisit le métier de la recherche, c'est parce qu'on l'aime, on l'a choisi. On ne le fait pas, après on arrête en cours de route. Je connais une collègue comme ça qui est partie, qui a commencé un métier de recherche. Et au bout de la moitié, au bout de 2 ans, elle a décidé d'arrêter, tout simplement parce qu'elle était sous l'influence de ses collègues. Donc parfois, il faut aussi préparer son mindset, rester courageux, persévérant, focus sur ses objectifs et s'entourer surtout de personnes qui nous permettent d'avancer. S'éloigner des personnes toxiques et pouvoir répondre à des gens qui nous provoquent. Essayer de les connaître et pouvoir trouver des réponses pour les éloigner de nous, les écarter de nos chemins, continuer sur nos objectifs et les atteindre. Ne pas se laisser influencer. Croire en soi, en ses idées. C'est très important. C'est bien beau d'écouter, de se laisser conseiller. Mais après les conseils, chacun doit avoir une synthèse de ce qu'il veut. Après, écoute des conseils pour faire, pour calculer, réfléchir et pour prendre le juste milieu pour avancer.
Parce qu'il y a des gens qui donnent des conseils négatifs, mais il faut savoir aussi reconnaître que ces conseils-là sont négatifs. C'est pour ça, personne toxique, très loin, focus sur les objectifs, avoir confiance en soi, écris tout sur un papier de A à Z, acquérir le maximum de connaissances nécessaires qui permet par exemple de développer notre propre produit et d'être indépendant via une start-up. Parce que, mine de rien, être ingénieur R&D, c'est bien. On reste en laboratoire, mais derrière aussi, faut qu'on nourrisse des familles, faut qu'on ait une vie privée. Donc, derrière, il faut aussi penser à soi et voir comment son métier peut nous permettre de pouvoir vivre sa vie, sa passion, pouvoir aider les autres. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ok, j'espère que j'ai répondu à tes questions et que ça a été clair pour toi. Et n'hésite pas vraiment à me contacter pour d'autres besoins. Et comme j'ai dit, je suis marraine chez Elle Bouge. Il y a une association de femmes qui mobilise toutes les femmes scientifiques dans tous les domaines de la science, le digital, l'énergie, l'aéronautique, l'aviation, tous les domaines scientifiques. On réalise des conférences pour mobiliser le maximum de femmes à intégrer les domaines de la science, à intégrer à faciliter l'intégration dans le domaine professionnel, l'emploi, etc. Et comme je t'ai dit, moi, dans ma société, nous, on travaille dans l'IT, l'énergie durable, le digital, les systèmes embarqués, donc appliqués au transport. Ça peut être l'aéronautique, ça peut être le transport mobile, l'automobile, etc. Le transport maritime. Donc, tout dépend. Donc, voilà, nous, on est prêts. On est prêt à mobiliser, à aider les gens. Je veux dire les gens, mais on est prêt à aider les femmes dans leur carrière, à les soutenir, à les accompagner via notre parcours, via les conseils et puis via notre réseau. Donc, on est open à tout. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour venir dans vos universités, écoles d'ingénieurs, collèges, pour réaliser des conférences, créer un réseau, un networking pour faciliter l'intégration dans le milieu professionnel. C'est vrai qu'actuellement, via cette interview, on ne peut pas tout dire, mais on a pas mal de billes, par exemple, pour vous aider à intégrer le monde de l'emploi. On fait des recrutements au sein de nos sociétés. Bon, je suis une marraine, mais j'ai d'autres collègues marraines également. Donc, bon. Voilà. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Oui, d'accord. Il n'y a pas de... Très bien. Je suis contente d'avoir répondu à tes questions et je reste toujours open si tu as des questions supplémentaires. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci Patricia, merci à toi. Merci.